La gestion du temps est proportionnelle à l'intelligence des gens qui t'entourent. Si t'as des gens qui t'entourent qui sont extrêmement compétents et bien meilleurs que toi dans leur domaine, tu vas gagner énormément de temps et tu peux faire beaucoup de choses. Si c'est pas le cas, t'es mort. Et une seule boîte va t'étouffer en fait. Ta vie va t'étouffer. Est-ce que la data peut aider les marques de luxe à être plus créatives? Ce qui est contre-intuitif. Normalement, tu te dis, la data te dit ce que veulent les gens, donc tu vas être tenté de copier ou de suivre des tendances. Alors que moi, je pensais exactement l'inverse. La créativité se nourrit de connaissances, sauf que parfois, on a une vision de la connaissance qui est un peu old school. On dit, Karl Lagerfeld lisait tous les livres du monde, allait écouter toute la musique du monde. C'était une connaissance qui semblait un peu intellectualisée. Mais aujourd'hui, la meilleure manière d'avoir de la connaissance sur le monde qui nous entoure, c'est probablement la data. Sur les AI, par exemple. Tu as Trump qui dit, on va lever 500 milliards, et on a déjà tout en fait, puisqu'on a OpenAI, etc. Et puis, tu as une petite boîte chinoise qui s'appelle DeepSeek, qui dit, avec 6 millions de dollars, moi j'ai un modèle qui est mieux que le vôtre. Alors, est-ce qu'ils ont mis 6 millions de dollars? Je pense pas, je pense qu'ils ont mis beaucoup plus, mais la question n'est pas là. Si je te demande de faire, Madame Irma, me donner ta vision de l'intégration de l'IA dans le monde du luxe, tu vois ça comment dans les années à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que le luxe va prendre en main l'IA? Ça va ressembler à quoi une boîte de luxe dans 5 ans, 10 ans? Bonjour Jonathan. Bonjour Morgane. Ravi de te recevoir. Alors ici, on est en train de tourner le dernier épisode de la saison 2. Donc c'est toi qui la clôture. Je t'en remercie. Écoute, je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. C'est un honneur de te recevoir pour cette dernière. On prépare la saison 3, j'en profite juste pour le dire, on prépare la saison 3. On va l'ouvrir avec un invité que je voulais depuis longtemps. Et donc je suis content, on a réussi à l'avoir. Petit indice, j'en parle dans d'anciens épisodes si vous voulez aller voir. Et on cherche, on n'a pas encore bouclé tous les invités, donc on cherche d'autres invités. Donc si jamais tu as envie de parler tech et mode, tu peux me contacter. Le fauteuil est confortable? Très. Ok, super. Jonathan, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ok, bien sûr. Donc Jonathan Sibony, écoute, j'ai créé une société que je dirige qui s'appelle Luxury Insight, que j'ai créée il y a une quinzaine d'années, et qui est une société dans la data. On crée des logiciels pour des marques de luxe, mode et beauté qui les aident dans leur prise de décision. Donc c'est une boîte qui collecte de la donnée et qui vient créer des logiciels basés sur l'intelligence artificielle principalement, et des modèles de machine learning. Et avant ça, j'ai vécu en Chine, où j'ai commencé à bosser en fait dans le secteur du luxe pour le compte de marques qu'on a aidé à développer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire dans justement l'accélération de leur business grâce à la data. Ok. On reparlera un peu de la Chine parce que j'ai pas vécu, mais j'ai fait un stage de 6 mois là-bas, donc j'ai aussi, je connais un tout petit peu, mais juste je sais que t'as pas que Luxury Insight, t'as la tête d'autres sociétés. Il y a Miniso, c'est ça, j'ai vu. En fait, je vais t'expliquer comment le truc s'est fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais étudiant, donc j'étais en école de commerce à l'ESSEC, j'ai commencé par apprendre le japonais, qui est une langue qui m'a beaucoup plu, qui est un pays, une culture qui m'ont toujours fasciné. Et mon passage au Japon m'a donné envie d'en savoir plus sur l'Asie et m'a amené aussi à mes propres limites, puisque ne maîtrisant pas la langue assez bien, ni la culture, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, mais je suis assez inutile, quoi qu'on puisse me dire en France. Et donc à ce moment-là, je suis allé à Sciences Po, j'ai fait un master en affaires asiatiques et j'ai commencé le mandarin. Et donc assez naturellement, le Japon m'a amené en Chine, puisque j'y voyais plus d'opportunités, il y a une vingtaine d'années. Pour un gamin de 19-20 ans, je me disais qu'il y avait plein de trucs à y faire. Et je suis parti en Chine l'été 2004, avec 2 copains. Et donc j'ai vu effectivement un pays qui était foisonnant, qui allait très vite, où plein de choses se faisaient, mais où tout était tourné vers l'action, beaucoup d'action. Et nous en France, on faisait beaucoup de stratégie, on ne réfléchissait pas trop. Mais on avait des marques extraordinaires, on était très perfectionnistes. Et donc je me suis dit, si nous on peut avoir des idées et qu'il y a une capacité d'action, il y a probablement des choses à faire ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai commencé à faire du conseil, à accompagner des marques françaises à se développer en Chine. C'est ce que j'ai fait, ce que je fais depuis en fait. Ce que j'ai principalement fait de 2005 jusqu'à 2011. Et à ce moment-là, j'ai senti effectivement que on a eu une accélération phénoménale du business à partir de 2007-2008, puisque en fait les boîtes françaises ont pu créer leur filiale. C'était pas le cas avant. Avant, c'était du conseil pur, il n'y avait pas de filiale. Jusqu'en 2007, aucune marque de luxe n'a de filiale en Chine. C'est pas si longtemps. Et donc, tout d'un coup, on passe de 0 boutique à il faut en avoir 12 l'an prochain, 24, etc. Donc, il y a une accélération de business qui est phénoménale. Et on bosse avec des boîtes qui parfois ont 3-4 personnes et en 18 mois, en ont 1500. Donc, c'est un rythme qui est un petit peu différent. Très formateur et où je me rends compte assez vite que le problème, quand tu es dans le conseil, c'est pas scalable. Et 2, en fait, tu es là pour répondre à des questions qui, idéalement, sont bien formulées. Or, quand tu es dans le luxe, il y a un système qui est très centralisé, qui est au HQ, avec des filiales qui opèrent le business, mais donc qui ont la connaissance mais qui n'ont pas les budgets. Et c'est en fait cette espèce de hiatus qui m'a toujours dérangé en me disant comment on fait pour mieux formuler les questions, plutôt que répondre tant bien que mal
comme on peut en local. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas plus de valeur à créer en rentrant au siège, enfin en rentrant à Paris, et donc travailler avec le siège, pour créer le Bloomberg du luxe. C'était le pitch à l'époque. Ça a pris 5 ou 6 ans pour un truc un peu regardable. Alors, je pensais que ça me prenait 2 ans, mais tu connais un peu l'histoire. Toujours est-il que dans ce cadre-là, on s'est mis à accompagner beaucoup de groupes et de maisons dans leur développement international grâce à nos logiciels. Puis, à un moment donné, vers 2017-2018, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour également vendre nos logiciels à des boîtes chinoises ? Puisque connaissant la Chine depuis longtemps, j'ai vu la Chine qui était l'usine du monde, je l'ai vu devenir le marché du monde, et je me dis peut-être que ça va devenir le laboratoire du monde. Et qu'il y a des marques chinoises qui vont aussi s'internationaliser, donc ça pourrait être sympa de leur donner les outils qu'on a développés pour des maisons beaucoup plus avancées, tu vois, dans leur internationalisation, etc. Donc je suis allé voir des boîtes chinoises. On a commencé avec une première dont je te parlais tout à l'heure, qui est dans l'automobile, et puis la deuxième, c'était Miniso. Et Miniso, à l'époque, c'était une petite boîte, ils se sont créés en 2014. Aujourd'hui, ils ont plus de 7000 boutiques, ils sont cotés à New York, ils sont cotés à Hong Kong. Mais à l'époque, ils avaient que 1000 boutiques en 2 ans. Modèle fulgurant, et donc je suis allé les voir et j'aurais dit, écoutez, je pense que vous avez un énorme potentiel de développement à l'international, et voilà nous ce qu'on fait. Et ils m'ont dit, c'est top, sauf que nous on n'a pas d'équipe. Donc ton logiciel il est super, mais si j'ai personne pour l'utiliser, ça sert à rien. Et de discussion en discussion, on s'est dit avec 2 copains, et si on le faisait nous en fait, ça serait le meilleur proof of concept, tu vois. Donc on a acheté la master franchise avec 2 copains, un qui est Ariel Wiesman, qui est beaucoup plus connu des caméras que moi, et qui est en train de quitter Canal+. Et un autre qui est Nicolas Rey, qui est un copain avec qui je bossais beaucoup. Et donc on s'est mis à utiliser mes logiciels, ou nos logiciels, nous-mêmes, pour le compte d'une marque chinoise, mais en faisant la même chose qu'on a toujours fait. Et c'est comme ça en fait que Miniso, l'aventure de Miniso a commencé. Donc ça a été signé en 2019, on a commencé à ouvrir en 2020-2021 pendant le Covid. Et donc là, au cours des 3 dernières années, on vient d'ouvrir la 26e boutique. Ce sont que des boutiques en succursale qui sont pilotées donc par une équipe. Moi, j'accompagne avec les autres cofondateurs, mais tout le mérite leur revient puisque en fait, c'est eux qui vraiment pilotent l'activité. Voilà, et c'est une boîte géniale. Waouh. Bon, les bases là sont claires, sont posées. T'as combien de jours par jour pour faire tout ça ? Alors, moi j'ai beaucoup de chance d'abord, mais que je partage avec Ariel, c'est que j'ai la chance de dormir assez peu. Je dors pas beaucoup, ça me dérange pas trop, de manière générale. Et après, mon organisation du temps est assez stricte, c'est-à-dire que j'ai 80-85% de mon temps qui est pour Luxury Insight. Oui, d'accord. Donc ça c'est clair. Et la chance, c'est qu'on a réuni les autres activités dans le même bâtiment. Donc on a 3 plateaux, maintenant un 4e pour Luxury Insight, et on a Miniso qui est également dans le même bâtiment. Donc quand il y a une réunion, je peux aller jumper pour 20 minutes, 30 minutes, revenir. Et la réalité, c'est qu'en fait, la gestion du temps, j'ai appris avec le temps, est proportionnelle à l'intelligence des gens qui t'entourent. Si tu as des gens qui t'entourent qui sont extrêmement compétents et bien meilleurs que toi dans leur domaine, tu vas gagner énormément de temps et tu peux faire beaucoup de choses. Si c'est pas le cas, t'es mort. Et une seule boîte va t'étouffer en fait. Même pas une boîte, ta vie va t'étouffer. Donc la chance sur Miniso entre autres, c'est d'avoir une équipe qui est extraordinaire et qui fait un boulot admirable. Donc nous on est là pour aider un petit peu à piloter et j'adore, donc je le fais avec passion. Et justement je pense que le deuxième sujet c'est la passion. En fait il faut faire ce qui te plaît parce que sinon en vrai même 7 heures c'est pénible dans la journée pour faire des trucs relous quoi. Et donc c'est pour ça que je fais d'autres trucs qui moi me passionnent mais qui ne sont pas des besoins ni des nécessités. Par exemple tu vois j'enseigne à Sciences Po depuis je crois 14 ans, j'ai co-créé un master. Ça prend un peu de temps, mais en même temps, c'est tellement cool en termes d'interaction qu'au final, si tu le fais avec passion, tu finis par faire les choses et l'une en amène une autre. Donc, non, au final, ça se gère. Et donc, en plus de Luxury Insight, Miniso, Sciences Po, tu as décidé de racheter Euritech pour te rajouter un petit peu plus par-dessus. Alors, c'est pas vraiment en plus, justement, c'est dans le prolongement, si tu veux, de Luxury Insight. Parce qu'en fait, la mission de Luxury Insight, quand on l'a un peu imaginé, je te dis au début des années 2010, c'était est-ce que la data peut aider les marques de luxe à être plus créatives ? Ce qui est contre-intuitif. Parce que normalement, tu dis, la data te dit ce que veulent les gens, donc tu vas être tenté de copier ou de suivre des tendances. Alors que moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que la data, quand elle est bien pilotée, te permet de mieux saisir le monde qui t'entoure et donc d'être plus créatif. Par exemple, parce que tu peux prendre des risques que tu peux mesurer. Et donc, ça te permet d'accélérer. C'est d'ailleurs un de mes board members qui m'a dit un jour, tu sais pourquoi on a inventé le frein ? Moi, étant jeune et con, j'espère que ça n'a pas trop changé du reste. Je lui dis, ouais, pour freiner, quoi. Et il m'a dit, non, on a inventé le frein pour accélérer. Parce que si tu n'as pas de frein, tu peux pas aller vite. Quand tu vas très vite, tu as besoin d'un frein. Okay. Je dis, ok, donc je suis juste... Bref. Et en fait, je pense que c'est très vrai. Quand tu as de la data, tu peux mieux piloter tes risques et donc tu peux être plus créatif. Toujours est-il que dans ce cadre-là, on a développé des solutions logicielles qui sont maintenant assez développées. On a
cinquantaine de groupes et de maisons qu'ils utilisent, mais toujours avec cette approche qui définit, je pense, le luxe. On va parler de mode, et dans le luxe, il y a beaucoup de mode, etc. Mais il y a une petite distinction ontologique, je trouve, qui est que quand tu es dans la mode mass market, quand tu es Zara ou Uniqlo, en fait, tu pars d'un postulat qui est qu'il y a une demande existante, qui existe. Bon. Donc tu vas chercher cette demande existante. Tu vas voir ce que portent les gens, ce qu'aiment les gens, en termes de couleurs, etc. Et tu vas aller là où ils sont, c'est-à-dire à Paris, je sais pas moi, rue de Rivoli. Tu t'installes rue de Rivoli, tu mets un flagship. Et tu vas générer un chiffre d'affaires basé sur un trafic et une demande existante. Le lendemain, si tu es Zara, Uniqlo se met à côté de toi, ils vont prendre un peu de cette demande et donc les 2 chiffres d'affaires vont baisser. Le surlendemain, H&M arrive, les 3 vont baisser. C'est mathématique. Quand tu es dans le luxe, tu vas pas rue de Rivoli. Tu vas à un endroit où il n'y a rien. Avenue Montaigne. Quand même l'avenue géographiquement la plus inutile de Paris, parce que tu vas à l'envers, alors on va dans l'autre sens, il n'y a personne. Et tu t'installes, tu mets une boutique, quelle qu'elle soit, Vuitton, et tu génères un chiffre d'affaires. Le lendemain, quand Chanel s'installe à côté, les 2 ont un chiffre d'affaires qui augmente. Le surlendemain, Hermès s'installe, les 3 augmentent leur chiffre d'affaires. Et donc ça te démontre assez facilement qu'en réalité, tu n'es pas dans un business d'une demande que tu partages, mais d'une offre que tu crées. C'est un business de l'offre. C'est la raison pour laquelle, quand on pilote, nous, les logiciels et la data, ce qu'on regarde, ça n'est pas la demande. On ne dit pas aux gens, est-ce que vous aimez le orange et vous voulez un grand sac ? Ça n'a aucun sens. C'est comprendre comment l'offre, donc toutes les marques existantes, quelque part, crée une vision du monde, et tu vas innover par rapport à cette offre pour faire des produits qui ne répondent pas à un besoin, mais à un désir. Donc tu fonctionnes à l'envers. Et nous, on est les pros pour mesurer l'offre. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait bridger cette data qui est l'offre, donc une vision assez exhaustive de ce qui arrive, par la demande ? C'est le rêve de toutes les boîtes de data. Si tu arrives à savoir ce que les gens veulent et ce que les gens offrent, tu as une vision absolue de l'économie et du monde. C'est le rêve de toutes les boîtes de data. Mais soit tu es bon dans la demande, soit tu es bon dans l'offre. Ce qui t'amène à un positionnement. C'est-à-dire que Zara n'est pas dans le luxe et que Hermès n'est pas Zara, si tu veux. Et donc avec Euritech, l'idée et la trajectoire qu'on a maintenant, c'est de venir bridger justement cette vision de la demande en temps réel avec notre capacité à voir l'offre et aider les marques à mieux piloter justement quand même en fonction de ce qui marche. C'est-à-dire que pour moi, une marque de luxe, par essence, vend de la créativité. Mais la créativité s'inspire de connaissances. Là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas être créatifs, je sais pas, il faut fumer un pétard, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a des gens qui sont doués ou pas pour la créativité. Je pense pas. Moi, je pense que la créativité se nourrit de data. Je pense qu'on partage cette conviction, faute de quoi, je ne sais pas de quoi tu parlerais dans tes podcasts, où tu ferais parler. Et en fait, oui, la créativité se nourrit de connaissances, sauf que parfois, on a une vision de la connaissance qui est un peu old school. C'est-à-dire qu'on dit, Karl Lagerfeld lisait tous les livres du monde, allait écouter toute la musique du monde. C'était une connaissance qui semblait un peu intellectualisée. Mais aujourd'hui, la meilleure manière d'avoir de la connaissance sur le monde qui nous entoure, c'est probablement la data. Donc il n'y a pas de raison que de la même manière que Karl Lagerfeld lisait tous les livres du monde, les nouveaux Karl Lagerfeld et consorts n'aient pas accès à toute la data du monde pour comprendre le monde qui les entoure. Mais il faut qu'elle soit préparée d'une telle manière qu'elle puisse justement les inspirer. Et c'est un petit peu ça l'idée justement de l'intégration de Euritech et aujourd'hui du travail qui fait par les équipes. Ok, c'est super intéressant. On est déjà bien rentré dans le sujet. Juste, si on fait juste un pas en arrière pour essayer de comprendre, j'aimerais aujourd'hui, j'aimerais pas aujourd'hui, là tout de suite, que tu puisses nous expliquer, toi, ta vision du marché du luxe actuel. Alors, je sais, on entend tout le temps, le luxe est toujours en plein bouleversement. J'ai toujours entendu ça, mais en l'occurrence, là, il se passe quelque chose dans le luxe, l'arrivée de l'IA, l'arrivée de la data. Alors, la data, ça fait un petit moment que c'est là, mais on a des outils aujourd'hui d'IA qui nous permettent de mieux comprendre cette data, de mieux la digérer, de mieux la modéliser, ainsi de suite. Comment est-ce que tu vois le luxe aujourd'hui? Comment est-ce qu'il se l'approprie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la panique? Est-ce que ça va bien? Voilà, on en est où? Bon, je ne vais pas avoir l'arrogance de te dire voilà où on en est, mais en tout cas, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes dans la manière dont les marques de luxe ont approché la data. La première, c'est une forme de rejet, qui est de dire, bah non, nous, en fait, justement, on n'est pas là pour demander aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'on se disait tout à l'heure, on n'est pas là pour aller mesurer, on n'est pas là pour se comparer. Moi, on m'avait dit quand j'étais étudiant, never compare, never compete. On fait des choses, on est sur nos appuis, on trace. Dans ce cadre-là, la data, puis le luxe et la data, c'est l'opposé absolu. C'est-à-dire que la data, par essence, c'est universel, c'est transparent. Le luxe, c'est un peu mystérieux, c'est un peu élitiste. Enfin, à tous les niveaux que tu puisses réfléchir, la data, c'est hyper analytique, le luxe, c'est un peu intuitif. Enfin, à tout égard, c'est un mariage des opposés. Et en réalité, donc il y a eu cette espèce de rejet initial. Et puis quand même, les marques de luxe utilisent la data au jour le jour depuis toujours. C'est-à-dire qu'elles ont quand même leurs données de vente, elles ont plein de données internes qui les aident à piloter et faire que des maisons qui, dans les années 70-80, faisaient quelques millions d'euros,
aujourd'hui font plusieurs milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, le luxe est devenu une industrie phénoménale. D'après les chiffres de Bain, on va être sur des industries qui font, allez, si tu rajoutes Wine & Spirits, entre 400 et 450 milliards d'euros. Tu te doutes bien qu'à ce niveau-là, t'as pas que des mecs avec un crayon et une feuille, quoi. Donc ils utilisent beaucoup de données. Mais ce qu'apporte la data en général, c'est mélanger ta donnée interne avec de la donnée externe pour te donner une vision du monde. Et c'est là où le luxe avait une forme de rejet, parce qu'ils disaient, oui, mais la data telle qu'elle est souvent présentée, on parle quasi exclusivement de la donnée client. On dit la data, c'est Amazon, c'est Google, à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais, etc. Bon, et la donnée client, c'est une des données. Elle est importante, mais il n'y a pas que ça. Nous, par exemple, on ne traite pas du tout de données clients. Jamais. À aucun moment. Quand moi je parle de data, c'est à quel prix les produits sortent, ou quelle est l'évolution des taux de change, comment on va créer des modèles d'optimisation pour se dire, bah tiens, si le taux de change baisse au Japon, combien de Chinois, au lieu d'acheter en Chine, vont aller au Japon, comment je vais regérer mes stocks. Enfin, c'est de la data. Mais c'est pas lié à la donnée client, si tu veux. Donc, une fois qu'on est rentré dans cette deuxième phase, qui est plutôt une phase d'évangélisation, qui, je dirais, date d'il y a 7-8 ans, tu vois, tu parlais de Euritech tout à l'heure, Tony et Euritech ont gagné le prix LVMH, tu sais, à Vivatech en 2017. Mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y avait un prix dans le luxe, dans la tech, quoi. Et à l'époque, c'était quand même beaucoup pour dire on fait de la data plutôt qu'avoir intégré ça dans des process. Si tu vois ce que je veux dire. Là, on passe dans une autre étape au fur et à mesure qui maintenant commence à être assez avancée, qui est de se dire comment on fait. Et dans ces étapes de transition de révolution industrielle, je te partage mon opinion, elle n'engage que moi. Hein. Le problème, c'est que tu as toujours vécu sans. Donc on te dit maintenant, il faut vivre avec. Et pour le faut vivre avec, en général, tu as quelqu'un qui s'approprie le sujet pour aller évangéliser, justement. Donc, j'imagine qu'à 100 ans, quand l'électricité est arrivée dans les usines, tu avais un Chief Electricity Officer. Et il allait voir tout le monde, il disait, bah, tu vois, toi, Morgane, c'est génial ton podcast. Le problème, c'est que tu le fais que le jour, parce qu'après, ça s'est teinté dans le noir. Bah, tu vois, avec ça, tu pourras faire la nuit. Oh, c'est génial, etc. Ouais, c'est cool. Et en fait, il a éduqué les gens à intégrer l'électricité dans leur process, comme aujourd'hui, on aide à utiliser le digital. Mais l'idée et l'idéal d'un super Chief Electricity Officer, c'est d'être viré, c'est de disparaître. C'est-à-dire d'avoir permis tout le monde à utiliser quelque chose et donc de ne plus être là pour, puisque lui, par essence, ne peut pas. Tu peux pas aujourd'hui avoir un Chief Electricity Officer qui va gérer l'électricité, ça n'a pas de sens. Tout le monde, dans tous les postes, partout, a besoin de faire ça. C'est pareil pour un Chief Digital Officer. En général, un Chief Digital Officer, au tout début, il gérait l'e-commerce, parce qu'on disait ça, c'est pour toi. Puis après, il a fallu filer ça au mec qui gère le commercial. Bah, sinon, tu peux pas avoir l'e-commerce d'un côté, le commerce de l'autre. Après, on lui a donné la com, parce qu'il y avait les réseaux sociaux. Puis le directeur com, il a dit, mais non, attends, je vais pas moi gérer les journaux, et puis toi, bon. Et donc la réalité, c'est qu'en fait, pour moi, le digital et la data doivent venir s'intégrer un peu partout, pour aider chacun dans son boulot à le faire en phase avec le monde contemporain. Et ça, c'est quelque chose, c'est là où on en est dans le luxe. Ouais. C'est cette transformation-là qui demande plus ou moins d'ouverture d'esprit et de se challenger pour changer la manière de fonctionner. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, tu demandes à les gens de changer alors que ça marche très bien. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué, on pourra en reparler après. Mais en réalité, quand un business va très 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 bien, quel est ton incentive à tout changer ? T'en as pas. Faut avoir une vision. Ouais, mais même avec une vision, tu te dis, ok, mais ça cartonne. Donc, j'ai un business qui est en croissance, je fais 35% de marge. Enfin, tous les business du monde aimeraient avoir la dynamique qu'avait le business du luxe. Donc, c'était pas si facile, en fait. Et souvent, quand il fait beau, tu répares pas le toit. Parce qu'il fait beau, tu bronzes. Mais quand il pleut, après, t'es là où t'es, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette transition justement parce qu'on est arrivé peut-être à une forme de plafond en termes de taille de marché. Et aujourd'hui, le luxe patine un petit peu sur certains sujets. Et la manière d'aller se réinventer et d'aller recréer un nouveau cycle de croissance viendra probablement de la capacité de certaines maisons et de certains groupes à intégrer beaucoup plus, je pense, le data et la digital, et la data et le digital, pour aider justement les maisons à encore plus faire rêver. Tu vois ? Et ça, c'est pas juste sur l'intuition. C'est sur une compréhension assez profonde de ce qui se passe, et c'est sur optimiser plein de petits éléments dans un business au quotidien, en phase avec un monde qui a beaucoup, beaucoup changé. Alors que les marques, bien sûr qu'elles ont changé, mais elles n'ont pas changé autant que le monde a changé. Tu pourrais nous donner des exemples très concrets de cas d'usage que tu vois, enfin les cas d'usage les plus récurrents d'utilisation de la data dans les maisons? Par quelle porte ça on rentre le plus souvent? Est-ce que c'est peut-être pas du côté de la créa, c'est peut-être du côté du commerce, voilà. Bon, alors déjà, tu vas distinguer, on va dire, le côté effectivement créa et commerce. C'est-à-dire que tu as de la data plutôt créa, qui aide à piloter, je sais pas moi, les équipes créatives, etc., ce que fait Euritech, entre autres. Hein. Et tu as le côté plutôt business, qui sont des départements, on va dire, plutôt financiers, merchandising, etc. Enfin, dans le merch, il y a les deux. Bon.
Donc ça, je vais distinguer les deux, je vais même pas rentrer dans les détails parce que c'est trop différent. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, si je te donne des cas d'usage, je vais t'en donner 2 ou 3 qui sont très différents, mais qui répondent à des problématiques quotidiennes. Pour moi, une marque de luxe, elle fait 3 choses. Elle crée des produits, elle fait de la communication pour en parler, et elle les vend. C'est tout. Elle crée des produits, elle fait de la com, elle les vend. Bon. La création de produits, en général, était à la main de directeurs artistiques et d'équipes merch qui avaient une vision du monde et qui disaient voilà, on va faire tel et tel produit, telle et telle catégorie. Sauf qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, même juste 30 dernières années, on est parti d'un secteur du luxe qui en fait était très spécialisé. Vuitton faisait des bagages, Hermès faisait de la maroquinerie, à des extensions par diversification successives qui ont fait qu'en fait ils se sont quasiment tous mis à faire quasiment tous les produits. Vuitton s'est mis au ready-to-wear en 98, maintenant ils sont allés vers le parfum, peut-être demain ils sont vers le make-up, etc. Et en fait, toutes les marques petit à petit se sont mis à devenir concurrents alors qu'ils ne l'étaient pas, puisqu'il y avait des métiers différents. Tu avais des gens qui faisaient de la mode, des gens qui faisaient du parfum. Mais aujourd'hui, les marques de parfum sont mis à faire de la mode, et les marques de mode sont mis à... Bon. Et donc, en fait, aujourd'hui, elles font quasiment toutes ces catégories de produits. Ce qui fait que le marché est beaucoup plus concurrentiel qu'avant. T'en prends la joaillerie, par exemple. La joaillerie, tu avais Cartier, Van Cleef, Bulgari, Tiffany, bon, tu avais quelques acteurs. Mais aujourd'hui, Dior va faire de la joaillerie. Gucci va faire de la joaillerie. Vuitton va faire de la joaillerie. Et tu as des new players. Messika, qui est une marque très récente. Donc, en fait, dans ce cadre-là, ta création de produits, elle doit aussi être pilotée par la vision de ce qu'offre le marché à un instant T. Puisque le client face à toi, il y a 30 ans, tu le connaissais, il avait le choix entre 3-4 personnes que tu connaissais, tu savais quels étaient les produits, etc. C'était les mêmes depuis 15 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles catégories et de nouveaux segments que si tu viens pas piloter ton offre et les prix de tes produits par rapport à ça, tu risques d'être très vite devancé, voire mourir. Et quand bien même tu le ferais, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'en fait, n'ayant plus la même facilité qu'avant à vendre en boutique, on a voulu vendre en ligne. Les gens étaient enfermés chez eux. Et donc, en mettant en place des sites e-commerce un peu partout dans le monde, on a aussi donné la possibilité aux clients de comparer les prix partout dans le monde. Ce qui est nouveau. Toi, t'étais pas né, mais quand moi j'étais jeune, il y avait des gens qui étaient payés sur les Champs-Élysées pour faire la queue, pour acheter des produits pour les Japonais, chez Vuitton. Bon. Parce qu'on savait que c'était moins cher. On savait pas de combien, mais on savait que c'était beaucoup moins cher à Paris. En fait, aujourd'hui, tu le sais. Tu te connectes et tu vois les prix. Or, quand tu vois les prix, et que tu es un consommateur chinois, au Q2 par exemple, ça fait pas longtemps, il y a 6 mois, tu vois que tu vas payer 25-30% moins cher au Japon. C'est à quelques heures d'avion, le billet vaut pas très cher. Pourquoi tu vas acheter en Chine? Passe ton week-end à Tokyo. Et donc en fait, si tu veux, cette capacité à comparer en temps réel, forcément va changer ta manière de bosser. Donc l'intégration des taux de change dans l'indexation des prix, par exemple, c'est un autre use case, aujourd'hui pour moi est fondamental. Parce que si tu laisses tes prix en l'état, tu risques de tuer tes marchés, voire d'être en out of stock permanent. Si tu les augmentes trop en disant attention, les Chinois arrivent, il faut augmenter les prix, tu tues ton marché local, que lui il a rien demandé en fait, il se retrouve avec un prix qui a skyrocket. Et en plus, dans le luxe, tu peux augmenter le prix, mais tu peux pas le baisser. Donc si tu t'amuses à faire ça tous les mois, tu te retrouves comme aujourd'hui à avoir des marques qui ont fait plus 50, plus 60% en 3-4 ans, juste parce que ces petits ajustements ont été faits touche par touche sans réfléchir au big picture. Troisième use case, le retail. On vend, donc tu prends par exemple, maintenant je vais être dans la beauté. Dans la beauté, les grandes marques de beauté dans le luxe ont entre 1800 et 2000 points de vente en France. C'est beaucoup. Tu prends les leaders de la beauté aujourd'hui, tous ceux auxquels tu peux penser, ils ont 1800 à 2000 points de vente en France. Bon, est-ce que c'est optimal? Probablement pas. Certains contrats existent depuis 40 ans, 50 ans avec des parapharmacies ou des parfumeurs, je ne sais trop où. Et donc ta data va t'aider à mieux piloter ton réseau en disant, donnons un certain nombre de KPI, les ventes mais pas que, les niveaux de revenus, le trafic, le nombre de boutiques concurrentes, etc. Et faisons un modèle qui va m'optimiser mon réseau pour peut-être baisser le nombre de portes, mais si je baisse le nombre de portes, je vais éviter d'avoir des pertes, parce qu'au lieu de leur envoyer du merchandising et des énormes posters et des trucs en carton un peu partout, que tu détruis tout le temps, en fait, je vais concentrer mon réseau pour maximiser ce que je suis capable de faire, et à l'inverse, augmenter mon réseau en Chine ou ailleurs, qui sont des réseaux beaucoup plus jeunes, et donc aider à savoir ouvrir les meilleures boutiques. Donc tu as plein de use cases, si tu veux, qui t'aident à mieux calibrer ton business dans un cadre plus concurrentiel, plus rapide, beaucoup plus rapide qu'avant. Et avec un quarterly où tous les 3 mois, il faut réinventer ton business. Ce que fait Euritech là-dessus, pour te prendre un exemple, c'est qu'en fait, quand tu vas calibrer ton offre, il y a cette question de dire quel produit à quel prix. Ça, d'accord, c'est en amont. Mais après, il y a les quantités. J'ai décidé de faire ce pantalon à ce prix, d'accord. J'en fais combien dans quelle couleur? Et pour quel marché? C'est pas évident. Donc, le modèle qu'a développé Euritech depuis maintenant des années, c'est un modèle qui se base sur les 6 dernières années et qui va te dire, OK, dans les 24 prochains mois, ce type de pantalon dans telle couleur va faire plus
3,4% dans ce marché-là. Et donc, tu vas pouvoir calibrer tes stocks en fonction des couleurs, etc., pour faire le moins de out of stock et donc éviter les destructions, l'impact environnemental, etc. Ça, avant, on ne l'avait pas. Donc, soit on produisait moins et on était tout le temps en rupture, mais donc c'était du chiffre qu'on ne faisait pas, soit on produisait trop, et donc après, il fallait soit détruire, soit faire des ventes au personnel, soit faire plein de choses qui aujourd'hui sont de moins en moins acceptées en termes de brand equity, ni d'un point de vue environnemental et à juste titre. Donc là, ce que tu nous expliques, ça, j'essaye de résumer pour être sûr d'avoir bien compris et qu'on comprenne tous. J'essaierai de faire des réponses de moins de 42 minutes. Non, mais c'est juste voilà, pour avoir l'information, parce que c'est assez extraordinaire ce que je comprends. C'est que vous, aujourd'hui, vous avez une techno où vous faites la récolte, de la data, de la modélisation, ainsi de suite, et que là, vous venez de brancher Eurytech dessus, qui va interpréter toute cette data que vous avez pour faire les use cases que tu nous as évoqués. Nous dire, voilà, on a vu que vous vendez ça, là en Chine il se passe ça, donc vous allez vendre tant de ce pantalon, il faut faire produire tant. Alors, dans notre métier, on dit jamais il faut. C'est un truc qui fait pas partie de notre langage parce que, un peu comme un Bloomberg, on donne la donnée et la donnée parle. Mais moi, j'ai aucun élément subjectif. C'est-à-dire que j'ai pas d'interprétation, je suis pas un cabinet de conseil. On bosse pour les meilleurs cabinets de conseil. La plupart sont nos clients, on travaille avec eux au jour le jour et avec beaucoup de plaisir du reste. Parce qu'eux ont cette capacité analytique et cette expertise de prendre un risque et d'émettre une opinion. Pas moi. Moi, je vais simplement dire, mathématiquement, avec toute ton offre et 3 à 5 millions d'images par jour qu'on récolte sur les réseaux, donc c'est pas anodin en termes de masse d'informations, on peut projeter ces éléments pour se dire, statistiquement, mathématiquement, basé sur nos modèles d'intelligence artificielle. Je reviendrai après sur les AI parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et je te dirai pourquoi je pense que la data a été ou est mal vue par le luxe à tort. Voilà la projection que ça pourrait amener et voilà l'optimal vers lequel vous devriez tendre, qui est 14 200 pièces de cette couleur. Maintenant, si toi tu décides en tant que marque de dire ok, mais moi je préfère l'orange ou le bleu, fonce. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais tu sais que puisque cette couleur est en croissance, probablement le marché, les concurrents vont faire plus de cette couleur. Donc en fait, on dit surtout pas de suivre, on dit juste voilà ce qui a priori va se faire et voilà comment tu pourrais optimiser de manière mathématique tes stocks. Mais tu vas jouer avec le logiciel pour justement prendre tes risques, calibrer, décider peut-être une marque qui veut monter en gamme. Comment elle fait ? Elle peut pas juste dire je fais la même chose, j'augmente tous mes prix de 10%. C'est pas ça la montée en gamme. Enfin, tu peux le faire, ça marche pas très très bien en général. Tu vas te dire tiens, quelles sont les catégories un peu plus élevées que je pourrais talonner, du coup, quels seraient mes nouveaux concurrents, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe. Il y a beaucoup de questions en fait et d'use case qui te demandent de mieux voir le monde qui t'entoure. Voilà, et c'est un peu là-dessus qu'on va faire. Et effectivement, Eurytech, dans les secteurs d'Eurytech, qui sont principalement fashion leather goods, parce que Eurytech, c'est une marque de mode. Nous, on travaille beaucoup dans l'horlogerie, dans la joaillerie, dans la beauté, qui sont des secteurs sur lesquels aujourd'hui, l'utilisation d'Eurytech est plutôt indirecte. C'est-à-dire que quand je travaille avec les leaders de la beauté, je pense que ça fait également du sens de dire, regardez, je vais vous montrer l'évolution des couleurs auprès des clientèles françaises, allemandes, italiennes, sur les 24 prochains mois. Et s'ils s'habillent de telle couleur et que ça change, probablement que leur maquillage aussi va changer. Ça peut vous inspirer. Mais l'application est plutôt indirecte. Ok. Tu as commencé justement à l'aborder. Depuis tout à l'heure, on parle de data, ce gros mot. Qu'est-ce que tu mets exactement derrière data ? Tu nous as dit à un moment un truc intéressant. Tu nous as dit, je scanne, j'ai pas retenu le chiffre, 1 million d'images sur les réseaux sociaux. Je sais plus quel chiffre tu as dit, peu importe. Tu scannes beaucoup. C'est quoi cette data que vous récupérez ? C'est quoi de la data en fait ? Alors, aujourd'hui, nous, on a 5 logiciels. Un peu comme un pack office, tu veux. Quand tu as ton pack office, peut-être que toi, tu utilises plus Word et un peu moins Excel, mais tu as besoin d'un peu tout, parce que tu vois, un jour, on va t'envoyer un PowerPoint, etc. Bon, nous, on a 5 logiciels. On a 2 logiciels de veille. Un qui collecte des news. Les datas qu'on collecte, c'est des news. Un article, etc. Okay. Donc ça, c'est le premier type de données, qui est de la donnée qui est déjà structurée en soi, parce que c'est un article. Bon. Et donc, on va permettre aux marques de consolider cet accès, de s'acquitter des droits, bien évidemment, mais en tout cas, de suivre en temps réel tout ce qui est publié en termes de news. Deuxième, c'est ce qu'on appelle LY Watch. Donc là, en fait, on va structurer cette data, cette donnée, par catégorie. Combien de lancements produits, combien de pop-up, combien d'éditions limitées. En fait, on va la mettre dans des cases et on va dire, voilà, cette marque, sur les 5 dernières années, a lancé X pop-up dans telle zone. Sur la marque à qui vous avez vendu ou toutes les marques ? Toutes les marques. Ok, toutes les marques. Aujourd'hui, donc j'ai les infos 250, sur mes concurrents. 350 marques, ouais, bien sûr. En fait, la marque à qui on l'a vendue, elle s'en doute un peu de combien elle a fait de pop-up. Sinon, elle a d'autres problèmes. Et ça, il faut plutôt voir avec un psychiatre. Je peux donner le numéro de mon frère si vous voulez. Mais en général, ta donnée à toi, tu l'as à peu près. Mais c'est une vraie question. Hein. Parfois, nos clients. Ouais, non, quand t'es gros, t'as beaucoup de données. Donc en fait, on a des clients qui clairement
le premier point, c'est de voir ce qui se passe en temps réel dans tout leur marché. Ils n'ont pas forcément connaissance. Tu as raison en ce point. Mais il faut comparer. Parce que je te dis, si tu as fait 10 ou 15 ou 20, si la moyenne c'est 2, ou si c'est 48, ça ne donne pas la même conclusion. Donc ça, c'est Watch. Le troisième, c'est LY Price. La donnée que je collecte, c'est des prix. Donc tous les soirs, pendant la nuit, on collecte les prix sur des milliers de sites, de canaux de vente, etc. Et on va venir les indexer avec un certain nombre de calculs assez basiques qui vont avoir trait au taux de change, parce que le client local, il a un taux de change, au taux de détaxe, parce qu'un client chinois qui vient à Paris, il a la détaxe. Donc en fait, je vais devoir rajouter la détaxe pour voir ce qu'il perçoit lui véritablement. Bon. Et un certain nombre d'itérations qu'on va faire. On va créer des paniers, on va faire des index, et on va essayer de faire ça. Après, on a un logiciel de retail, où on a presque 1 million de points de vente qui sont mesurés, où on a l'emplacement, le trafic, les niveaux de revenus autour de cet emplacement, les boutiques concurrentes, puisque par essence, tu as toi et les concurrents avec ça. Bon, ça, c'est un autre type de données. Et après, tu as les données que je vais maintenant parler, qui sont les données de Ritech, qui, eux, en termes de sources, sont très différents de nous, puisque nous, on prend assez peu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va les prendre, mais uniquement ceux des marques. Je vais suivre les réseaux sociaux de toutes les marques, bien sûr. Quand Vuitton, Chanel ou Hermès fait quelque chose, je vais le savoir, j'en ai besoin, pour savoir s'ils ont ouvert une boutique, etc. Mais je vais regarder que les marques. Ritech, lui, va suivre les clients, n'importe qui, toi, moi. Donc, ils vont suivre des dizaines de milliers de comptes, et effectivement, eux vont récolter entre 3 et 5 millions d'images par jour, pour voir comment le monde évolue. Donc c'est un autre type de données avec un autre type de source. Parce qu'une donnée, si tu veux, pour moi, il y a 3 étapes. Il y a la collecte, la structuration et le nettoyage, et la visualisation. C'est 3 étapes qui n'ont rien à voir. Donc les types de données sont différentes. Ce qui m'importe, moi, c'est la visualisation. Parce que je suis quelqu'un de produit, je suis quelqu'un de business. J'ai besoin qu'un client, un C-level, quand il voit un tableau, ça corresponde 100% à un truc qui, en 7 secondes, lui parle. Si je crée une machine de guerre hyper complexe avec toutes les données du monde, mais que ça lui parle pas, j'ai perdu mon temps. Et je pense qu'aujourd'hui, un des vrais challenges du monde contemporain, c'est qu'on a d'un côté des boîtes de tech, Google, Meta, qui sont très très fortes dans la tech. De l'autre, on a des vrais pros des métiers, qui sont des boîtes de conseil en strat. Bon, et t'as pas forcément des boîtes comme la nôtre, où je te donne un exemple, je sais pas, Dropbox. Dropbox vient répondre à un besoin, qui est un besoin tech, mais valable pour toutes les industries. Que tu sois dans l'aéronautique ou, je sais pas moi, dans le luxe ou dans la pharmaceutique, tu auras le même Dropbox. Mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes besoins, ces gens-là. Nous, on a une approche qui est de dire le logiciel, c'est pas la peine, peut-être que j'ai pas la technologie la plus avancée au monde, mais en tout cas, il répondra vraiment à ton besoin métier. Donc c'est ça notre positionnement. Et du coup, on n'a pas un seul logiciel, on a plusieurs solutions qui vont se brancher ensemble et qui vont te permettre d'avoir une vision un peu plus interactive. Moi, j'espère répondre un peu à ton point sur la data. Ouais, très bien. T'as très bien répondu. J'aimerais qu'on aborde un petit peu ton expertise. Tu as vécu en Asie beaucoup, en Chine et au Japon, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Alors, ce matin, j'écoutais un discours de Bernard Arnault qui revenait affolé des États-Unis en disant ce qui se passe là-bas comparé à ce qui se passe ici, les gars, réveillez-vous, quoi. Toi, par rapport à l'Asie, l'intégration de la data, de l'IA, parlons du luxe et de la mode qu'on connaît, est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu vois une arrivée en puissance? Par exemple, tu peux me dire, putain, moi je vois des marques de luxe qui sont en train de se créer en Chine grâce à ça. Enfin voilà, qu'est-ce que tu observes par rapport à nos deux marchés? Alors, sur ton point, évidemment, bon, c'est des marchés, il y a beaucoup de marchés en Asie, donc c'est difficile de dire l'Asie versus, mais moi j'ai plusieurs pays qui m'ont beaucoup accompagné, mais je vais parler de la Chine un instant. La Chine, d'abord, c'est pas un pays, c'est plutôt un continent, donc il y a une diversité des gens en Chine qui fait que c'est difficile de dire la Chine c'est ou c'est pas. La Chine, c'est 2,5 fois plus grand que les 27 pays européens ensemble. Or, quelqu'un qui te dit l'Europe c'est, méfie-toi, parce que la Bulgarie et Londres, c'est pas exactement pareil. Et de la même manière, c'est 2,5 fois plus peuplé que l'Europe. Le nord de la Chine, à la latitude de la Suède, il fait très froid. Le sud, celle du Maroc, il fait plus chaud. Donc il y a quand même besoin de prendre 2 secondes de recul. Mais ce qu'on voit en Chine quand même, et qui est une évidence, c'est une culture différente avec une énergie différente. Une énergie qui, jusqu'à récemment, a surmagnifié le travail. Ça va revenir à mon avis, mais il y a un petit moment historique, je te dirai pas ce que j'en pense tu veux, mais qui est un peu particulier. En tout cas, il y a une vraie valeur du travail, de l'action. Il faut faire. Très vite, un maximum, etc. Et un pragmatisme qui défie l'entendement. Un pragmatisme absolu. Nous, dans nos cultures, on est un peu différents. On est des gens où on aime bien intellectualiser les choses, réfléchir, la stratégie, etc. Et on est un peu moins pragmatique, c'est vrai. Les Américains, c'est un peu un mélange. Ils ont une intelligence d'action qui est forte. Je pense que nous, on a une intelligence d'action qui est un peu moins forte que les Américains sur certains sujets.
et on a une vision un peu plus, effectivement, on va dire, intellectuelle. Mais on a parfois une intelligence, on va dire, relationnelle ou émotionnelle qui est plus forte en France. C'est-à-dire qu'on va être capable de parler entre nous ou avec des cultures différentes parce que justement on a une forme d'empathie, de curiosité sur ces cultures qui nous permet de nous connecter. Donc le fait d'être meilleur ou moins bon, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Chine aujourd'hui, quand tu prends la question que tu as posée, on a d'un côté, sur les AI par exemple, tu as Trump qui dit on va lever 500 milliards, ok, et on a déjà tout en fait, puisqu'on a OpenAI, etc., etc., etc. Et puis tu as une petite boîte chinoise qui s'appelle DeepSeek qui dit bah, avec 6 millions de dollars, moi j'ai un modèle qui est mieux que le vôtre. Et évidemment, alors, est-ce qu'ils ont mis 6 millions de dollars? Je pense pas, je pense qu'ils ont mis beaucoup plus, mais la question n'est pas là. Elle est qu'en fait, tu as eu une interview vachement intéressante d'un des patrons des principaux concurrents qui a regardé la tech et qui a été interviewé et qui a dit bah, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est quelqu'un qui a mis des dizaines de milliards. Hein. Et il dit bah, je suis assez fasciné parce qu'en fait, nous, on a toujours pensé que la Chine copiait. Et donc, le jour où on arrêterait d'investir ou on arrêterait de donner notre code, ils n'allaient pas pouvoir courir après. Or, eux, ils sont, tu vois, open. Qu'on peut aller regarder leur code. Et ce qu'on voit dans leur code, c'est qu'en réalité, du fait qu'ils n'avaient pas des ressources illimitées comme nous, ils ont trouvé des arrangements, c'est-à-dire qu'ils ont fonctionné à l'envers. Plutôt que de dire, tiens, avec ressources illimitées, qu'est-ce qu'on peut faire, ils ont dit, bah, moi j'ai ça, donc comment je fais, etc. Et ils ont trouvé des mécaniques un peu différentes pour résoudre des problématiques fondamentales de l'AI qui ont trait à la stabilité des données, au rerun, etc. L'interview est assez géniale, hein, d'ailleurs. Je t'enverrai, si tu veux, le lien. Et il dit, bah, ce qu'ils ont fait là, honnêtement, c'est assez génial. Et je pense que nous-mêmes, Américains, on va s'en inspirer. Donc c'est une forme de pragmatisme différent. Donc on a des cultures différentes qui effectivement font une course mondiale, qui à mon avis, au final, en ce qui concerne la Chine, est plutôt une course pour l'instant locale, parce que la donnée en Chine est très centralisée en Chine, et donc ce sont des leaders chinois qui traitent la donnée chinoise, ils ont fermé la porte à Google et à d'autres, donc en fait eux sont plutôt les rois de leur propre royaume, mais ils créent des solutions qui franchement amènent à réfléchir, mais pas que en data, en mobilité. Tu vois, les véhicules électriques chinois, franchement, aujourd'hui en Chine, moi qui vais tous les 2 mois, il y a quasiment que des voitures électriques. Ah ouais, ok. Quasiment que des voitures électriques. Or, avant le Covid, il n'y en avait pas. Donc comment tu fais pour changer les habitudes de 1 milliard de personnes aussi vite? Et c'est cette capacité de transformation et d'action qui, je pense, peut amener Bernard Arnault, à juste titre, à dire, attendez les gars, faites gaffe quoi. Parce que si tout le monde bouge, le statu quo, c'est mourir. Maintenant, tu as posé une autre question également, qui est celle des marques chinoises. Ouais. Je pense qu'une marque, c'est un mélange de plein de choses. Par exemple, si je te dis, ok, pour toi, une marque de luxe dans l'horlogerie, elle devait venir d'où? Quel pays? Intuitivement. Immédiatement. Tu peux poser ça à 1000 personnes, les 1000 vont te dire la Suisse. Comment ça se fait? Comment ça se fait que 1000 personnes, que tout le monde, que le monde entier dit Suisse? Alors, d'après moi, c'est qu'ils ont développé un savoir-faire depuis très longtemps, bien avant tout le monde, ouais. Et qu'ils en ont fait leur marque de fabrique, quoi. Exactement, et qu'ils ont fait des marques et leur marque de fabrique. Donc, ce savoir-faire, tu l'as dit toi-même, bien avant tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, faire quelque chose bien avant tout le monde, c'est l'histoire, et en général, c'est la culture. Ouais. Parce que les Suisses, ça ne t'aura pas échappé, sont en général très à l'heure, et sont très précis. Et donc, étant très précis et très à l'heure, il y a des siècles et des siècles, ça les importait de faire des produits extrêmement précis et très à l'heure, puisque c'est leur culture. Quand tu as une culture qui est très créative et qui est basée sur le rationnel, elle s'en fout d'être à 1 millionième de seconde à l'heure dans 150 ans. Donc cette culture a produit un savoir-faire et une expertise unique qui a amené des marques à aujourd'hui être indétrônables, quasiment, hein, sur ces secteurs-là. Nous, on a notre expertise et notre savoir-faire. Entre autres, c'est l'art de vivre, c'est des choses qui sont créées sous Louis XIV et avec Jean-Baptiste Colbert, d'où le comité Colbert d'ailleurs, qui fait un travail admirable, et avec Bénédicte que je salue et félicite. Et en fait, ça c'est notre pays et notre savoir-faire. La Chine a un autre savoir-faire et une autre histoire. Par ailleurs, la Chine a des marques de luxe. Par exemple, dans le secteur du luxe, on va inclure chez nous les spiritueux, qui, tu l'as vu ce matin, vont pas si bien. Mais bon, ils existent quand même depuis longtemps, etc. Et donc, par exemple, on a du cognac. Bon, les Chinois, ils ont leur propre spiritueux. C'est du baijiu. Bon, okay, le baijiu, c'est un alcool à base de riz. Et le leader du baijiu s'appelle Maotai. Une marque que tu ne connais pas, et il n'y a pas de mal. Sauf que Maotai, la capitalisation boursière de Maotai est supérieure à celle d'Hermès. Juste cette marque-là, Maotai, avec un produit, c'est plus gros qu'Hermès. Une bouteille vaut 2000 €, c'est impossible d'en acheter une. Donc, c'est un produit qui rationnellement a une qualité hors norme, émotionnellement fait rêver tout le monde et relationnellement a un côté de statut. C'est une marque de luxe, indéniablement. Le seul point qui manque à Maotai pour être considéré comme une marque de luxe par toi et moi, c'est l'internationalité. Parce qu'une marque de luxe, normalement, est internationale, ce qui lui donne une forme d'universalité. C'est-à-dire que s'il n'y a que les Chinois qui disent Maotai c'est top, on va dire c'est une marque chinoise. Or, si les Chinois disent Maotai est extraordinaire, les Français disent
Maotai c'est extraordinaire. Les Allemands disent Maotai c'est extraordinaire. Alors, cette somme de subjectivité devient une objectivité. Et Maotai, c'est extraordinaire. Donc, c'est une marque de luxe. Donc, ce qui manque à certaines marques, c'est l'international. Dans le thé, il y a des thés chinois qui sont des produits exceptionnels, indéniablement. Mais on ne les connaît pas. Par contre, la question qu'on pose, nous, en général, c'est sur ce qu'on connaît, nous. Donc, on dit, dans la mode, est-ce qu'il y a le Louis Vuitton chinois? Non. Il n'y a pas dans la mode le Louis Vuitton chinois. Et il n'y a pas probablement dans la mode des marques qui ont des historiques comme nous de 200 ans parce qu'elles n'ont pas commencé à se développer bien avant, elles n'ont pas vécu le 19e siècle avec ses artisans et ses génies, qui étaient Thierry Hermès, qui étaient Louis Vuitton, etc., qui ont développé par rapport à leur culture et à un moment donné de leur histoire des activités de l'artisanat qui est devenu un business. Tu vois. Mais ils ont des secteurs sur lesquels ils ont déjà des produits qui, à mon sens, sont quasiment des produits ou des produits, et ils ont la capacité de venir nous talonner sur d'autres secteurs en fonction de ce qu'ils savent faire. Dans la beauté, typiquement, la beauté en Chine est très challengée par des marques locales qui ont des niveaux probablement de marques de luxe, parce que c'est un secteur sur lequel on va magnifier l'innovation, l'adaptation aux peaux et aux claims, tu vois. Est-ce que c'est un produit qui aide à baisser les rides? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a des claims. Et c'est vrai que la peau d'un Chinois, c'est pas la même que la peau d'un Français, tout simplement. Donc à un moment donné, ton expertise peut aussi se magnifier comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a des marques chinoises qui peuvent, enfin en tout cas qui en local commencent à parfois créer de nouveaux types de concurrence et pourraient demain aller à l'international, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que la Chine, il y a quand même déjà pas mal à faire. Et c'est un peu similaire à ce que tu avais aux États-Unis. Tu vois, les grandes marques américaines en général, elles restent assez longtemps aux US parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Ouais, on digresse un peu, mais c'était la question qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, c'est de dire est-ce que le problème de la Chine, c'est pas que le marché est déjà tellement grand pour eux que l'international, c'est pas ce qui leur vient tout de suite à l'esprit. Ouais, mais c'est le problème que toi ou moi, on pourrait dire comme ça pour s'occuper un matin alors qu'il pleut dehors. Mais en réalité, est-ce que c'est un problème quand tu as 1,4 milliard de personnes? C'est-à-dire que tu as un marché, oui, quand tu es Israël ou la Belgique, c'est un problème parce que tu es un pays trop petit. Donc forcément, tu es plus international. Mais quand tu as 1,4 milliard de personnes et que tu as un marché, tu peux devenir une des boîtes les plus puissantes du monde, tu peux maîtriser le truc. Après, la question internationale se pose, et honnêtement, ils se la posent, quasiment tous, pour plein de raisons. Mais l'une d'entre elles, c'est aussi les challenges de la Chine aujourd'hui, qui fait que quand tu es une grande marque en Chine, tu es arrivé à un niveau de développement qui est tellement fort que quand tu as 3000, 4000, 5000 boutiques, tu peux plus avoir beaucoup plus de boutiques. Donc tu es obligé de te poser la question internationale. Entre autres, c'est le cas de Miniso. Miniso aujourd'hui a quasiment 4000 boutiques en Chine. Il y en a 128 juste à Guangzhou. Tu peux plus doubler, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, 128 boutiques dans la même ville, ça commence à... tu vois. Donc, ils sont obligés de se demander et de voir plus grand et de voir plus loin et de se challenger et d'échouer ou réussir pour augmenter leur image et pour augmenter leur développement. Mais c'est vrai, tu as raison, pour beaucoup de marques chinoises, l'enjeu numéro 1, c'est la Chine, numéro 2, c'est la Chine, numéro 3, c'est la Chine, numéro 4, c'est la Chine. Et à un moment donné, l'international existe. Parfois que pour l'image. Je fais un défilé à Paris, je fais un petit truc à droite à gauche. Ça m'intéresse pas, c'est de la com. Mais par contre, des marques qui veulent vraiment se développer et réussir à l'international, voire se battre contre nous ici, t'en as pas encore tant que ça. Luxury Insight, vous avez des clients à l'international, en Asie, en Chine, vous avez des marques là-bas? Bien sûr, qui utilisent votre produit, ouais. Des marques, des retailers, des department stores. Miniso, mais d'autres. Ouais, alors Miniso, c'est un cas vraiment extrême, parce qu'en réalité, c'est vraiment un peu loin de notre cœur de métier. On a un peu fait une extension dans l'optique de voir comment on pouvait aider une marque à grandir, tout simplement. Mais non, beaucoup de retailers, par exemple, un department store qui veut faire ses achats va devoir se demander quelles sont les marques qui marchent le mieux en ce moment, comment je vais faire mes stocks, quels sont mes prix, enfin, toutes les questions que se poserait tu vois, même une marque, en général, d'ailleurs, les marques, on les appelle les retailers aujourd'hui, parce qu'elles ont internalisé leur propre réseau. On a aussi les filiales des marques, mais on a beaucoup d'acteurs chinois qui se posent ces questions. Plutôt, je te dirais, oui, ce sont plutôt des partenaires aujourd'hui du luxe et de nos clients existants, qui sont nos premiers clients en Chine, et parfois d'autres marques plus ou moins grosses en local qui se posent les questions de l'international, voire de l'acquisition. Parfois, ils veulent aussi investir pour racheter des boîtes plus petites, ce qui vient de se produire assez récemment. Et là-dessus, il faut qu'ils aillent mesurer d'autres marchés que le leur. Quand tu achètes une boîte française, faut comprendre le marché français, le marché allemand, le marché... Et ça, ils ne connaissent pas trop. Donc là-dessus, oui, on peut travailler avec eux. Et dans la mentalité, tu as l'impression que c'est plus facile de vendre un produit comme le tien en Asie qu'en France, ou... Enfin, je veux dire, d'un point de vue purement produit, pas d'un point de vue culturel, évidemment. Alors, d'un point de vue produit, c'est impossible de vendre un produit comme le mien en Chine. C'est impossible. Okay. Parce que la Chine ne paye pas le conseil et ne paye pas le logiciel. Donc déjà, comme ça, tu plié l'histoire. Ah oui. Les Chinois, ils achètent des choses concrètes. Ils achètent une table, ils achètent un bâtiment, ils veulent des choses concrètes, quoi. Mais une idée n'a pas de valeur. Une idée, tu lui donnes une super idée, ça n'a pas de valeur. Le conseil n'a pas de valeur. Bah ouais, parce qu'en fait, bon...
C'est d'ailleurs, c'est très ancré dans la culture. Tu voulais pas parler de culture, mais tant pis, je t'embête un peu. Mais c'est ancré dans la culture. Par exemple, la propriété intellectuelle est vue de manière très différente en Chine et ici. Très, très différente. Tu as 60% des boîtes chinoises qui n'ont même pas déposé le propre nom de leur boîte. Ils l'ont pas déposé. Pour eux, l'idée même, les peintres chinois, il y a 400-500 ans, faisaient des peintures et ne les signaient pas. L'idée même de propriété intellectuelle, de dire ça m'appartient et c'est moi qui l'ai fait, donc c'est mon nom, c'est pas quelque chose qui est dans leur culture. Ça arrive, bien sûr, parce qu'ils développent de grandes marques, etc. Mais très franchement, ça n'était pas, c'est pas une pirouette que je fais pour expliquer, mais c'était pas dans leur culture de cette manière-là, si tu veux. Tu vois, il y avait d'autres éléments qui rapprochaient aux formes de ce qu'était un artiste ou un créateur, mais pas l'idée de propriété intellectuelle telle qu'on la connaît, nous, très clairement. Et elle est en train de se développer aujourd'hui. Donc, l'idée qu'une idée vaut des fortunes ou qu'un chiffre vaut quelque chose, c'est pas ancré dans leur vision ou leur habitude d'achat, parce que pour eux, tout change tellement vite que ton idée, elle est peut-être bien maintenant, mais demain, elle ne vaut plus rien. Donc pourquoi je vais la payer? Donc en fait, si tu veux, là où je pense qu'il y a une différence culturelle fondamentale et qui va impacter aussi notre manière d'interagir avec nos clients, y compris en Chine ou au Japon, aujourd'hui, une boîte comme Euritech, donc qui fait partie de notre groupe, c'est 92% de vente à l'export. 92%. Donc, si tu veux, et c'est des très gros clients, dont Japon, Chine, etc., avec des leaders mondiaux. Donc, je pense qu'en fait, il faut se poser la question de leurs besoins. Quels sont leurs besoins? Si tu réponds à leurs besoins et tu leur fais créer de la valeur, on peut imaginer l'accompagnement qui va permettre d'y arriver. Mais non, a priori, c'est pas gagné, quoi. Le marché du SaaS français en Chine, je dirais pas à tout le monde, faites des filiales à Shanghai. Mais il y a des trucs à faire, hein, et il y a beaucoup de valeur à créer, mais il y a beaucoup plus besoin d'accompagnement humain, il y a besoin d'équipes là-bas, il y a besoin d'y aller, je sais pas, moi je suis allé peut-être en Chine, je sais pas, 140 fois, 150 fois, j'en sais rien. Et j'adore y aller, hein, c'est pas une contrainte. Mais je pense que c'est une nécessité absolument incontournable. Ok. Pour, en arrivant là un petit peu sur la fin, si je te demande de faire Madame Irma et de me dire un petit peu, me donner ta vision de l'intégration de l'IA dans le monde du luxe, tu vois ça comment dans les années à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, comment est-ce que le luxe va prendre en main l'IA et ça va ressembler à quoi une boîte de luxe dans 5 ans, 10 ans? Alors, je pense qu'il y a un élément qui est intéressant. Tu vois, je te disais tout à l'heure comment la data avait parfois été perçue de manière paradoxale par le luxe parce qu'on parlait que de data consommateur. Et ça les intéressait qu'à moitié. Quand on parle aujourd'hui de tout ce qui est, tu vois, l'IA générative, hein, dont on parle beaucoup, pareil, elle est perçue de manière un petit peu paradoxale parce que justement, quand on parle d'IA aujourd'hui, on ne parle quasiment que d'IA générative. Quand on dit l'IA, c'est l'IA générative. Oui. C'est ChatGPT et autres. Or, ce qu'apporte DeepSeek ou ChatGPT, dans l'histoire de l'IA ou du machine learning, c'est une petite strate. Le machine learning, ça existe depuis des décennies. Ce qu'ils ont amené, c'est cette petite strate qui est l'interface avec l'homme. Qui est fondamentale, hein, mais c'est une petite strate. C'est juste que toi, tu peux poser une question et l'ordinateur te répond comme un être humain. Avant, il fallait un codeur qui parle en Python, un truc qui lui répond en Python, et lui, il te dit « Ouais, je crois que j'ai vu une corrélation. » Bon, c'est un peu une galère. Mais lui, il a juste, en fait, décodé ce truc dans un langage humain. Et cette IA générative, effectivement, eh bien, elle permet, par essence, de générer. Donc, elle permet de dire « Voilà, fais-moi un dessin 2, fais-moi une simulation 2. Bon. Ça, à mon avis, dans le luxe, honnêtement, c'est pas pour tout de suite. Parce que le luxe va toujours prioriser la qualité, la perfection et la créativité sur le volume. De la même manière que quand Photoshop est arrivé, ça a beaucoup aidé à la masse, beaucoup de marques, justement de masse, parce qu'il fait 550 shootings par jour, etc. Et donc, tu corriges dans l'automatique, tac, des millions d'images. Mais dans le luxe, tu as quand même encore aujourd'hui des grands photographes qui font le travail, tu vois, il y a un vrai travail vers la perfection qui fait que je suis pas sûr que demain, ils vont dire generate, et ça va faire des pubs un peu partout. Ouais. Ça, j'y crois pas. Mais c'est parce qu'en fait, justement, on croit que l'IA, c'est que l'IA générative. Moi, je crois pas. L'IA générative, c'est extraordinaire. Ça a plein d'applications qui est la facilité pour l'être humain de parler à l'IA. Mais dans l'IA, telle qu'on l'utilise, il y a des boîtes comme la nôtre, qui n'existent pas depuis 6 mois, mais avant, qui vont utiliser la data différemment et qui vont t'aider à mieux faire. Donc, pour répondre à ta question, j'essaie au moins de répondre à une question sur 1 heure. Non, mais c'est très bien ce que tu rappelles. Mais en fait, quand on se demande, Madame Irma et trucs, les boîtes qui disent, OK, moi, j'ai le chat GPT du luxe, c'est génial avec ça, plus besoin de shooting, plus besoin de machin, c'est trop cool, vous allez gagner un temps fou, c'est top, donnez-moi juste le truc en 3D et j'y vais, j'y crois pas du tout. Okay. J'y crois pas parce qu'en fait,
La réalité, c'est que la recherche de perfection esthétique et de valorisation d'un produit demande une intelligence et une créativité humaine hors normes. Et qu'aujourd'hui, tu as encore des photographes, des architectes et des gens qui ont une créativité phénoménale, mais t'inquiète pas, ils utilisent tous derrière un peu de Photoshop. En fait, quand Photoshop est arrivé, ça n'a pas été la fin des graphistes. Ça a été la fin des graphistes qui n'utilisent pas Photoshop. Donc c'est ça l'IA. L'IA, c'est le fait de donner de nouveaux outils qui maximisent l'intelligence et la créativité, à mon sens. Et je pense que le luxe, petit à petit, ne pourra plus faire cette économie-là, mais juste pour s'améliorer lui-même. Pas parce qu'il est obligé, pas à contre-cœur, encore moins à contre-courant. Mais aujourd'hui, c'est certain que dans on va dire un concours mondial ou une guerre mondiale où certains ont des armes différentes, toi aussi tu as des armes différentes, tu pars de plus haut, en termes d'image, de désirabilité, etc. Mais c'est dommage de passer à côté de ces petits vecteurs d'amélioration de ton business existant sans rien changer d'autre. Tu as les mêmes équipes qui font les mêmes produits, qui continuent à faire pareil, juste tu leur donnes une visibilité un peu plus large, tu nettoies un peu ton pare-brise, et au lieu de juste rouler avec le rétroviseur en disant qu'est-ce que j'ai fait, le Q-1 ou le N-1, tu te mets un pare-brise et tu regardes devant toi. Je trouve que c'est plus cool. J'aime bien cette image. Elle est bien cette image. C'est une très bonne image de ce que peut proposer l'IA. Pour terminer, j'ai toujours ma liste des 10 questions que je pose, où on doit répondre alors juste avec un mot, ou par oui ou par non. Ouais. Et puis après, si jamais tu veux revenir sur une question, on peut revenir dessus. Alors, allez, t'es prêt ? Je suis là. Est-ce qu'une IA à qui on donnerait Luxury Insight en logiciel pourrait demain piloter une marque de luxe ? Non. L'IA va-t-elle détruire des emplois dans le luxe ? Elle va en détruire et en créer. C'est la destruction créatrice schumpeterienne, comme à toutes les révolutions industrielles. Peut-on encore dire qu'un produit est made in France s'il a en partie été créé par une IA américaine ou chinoise, du coup, maintenant ? Évidemment. Est-ce que les marques qui n'ont pas intégré l'IA sont déjà en retard ? Je pense que les marques ont toutes, d'une manière ou d'une autre, intégré des formes d'IA. Parfois, elles ne le savent pas. Parfois, c'est par des prestataires. Et je pense qu'il faut qu'elles reprennent la main là-dessus. Mais sinon, oui, bien sûr. Doit-on systématiquement prévenir le client quand l'IA a participé à une production comme un vêtement, un contenu visuel, voilà, et avoir la petite mention générée par IA ou avec l'IA ? Alors, à nouveau, il y a deux choses. Que tu utilises du IA pour maximiser tes stocks et tes couleurs, etc., bah, aujourd'hui, tu le fais. Enfin, tu dis pas le Made in France. Ah oui, c'est Made in France, mais sauf que j'ai dessiné sur Photoshop, donc c'est Made in France avec l'aide de l'Amérique. C'est pas ça la vérité. On utilise tous Photoshop, Word et Excel. Donc cette question, à mon avis, non. Par contre, l'IA générative, qui voudrait dire que dans le processus créatif, il y a eu une implication logicielle très forte, peut-être qu'elle amènera demain à se poser des questions de droit. Comme quand tu utilises une photographie, tu dois créditer le photographe qui a pris la photo. Peut-être que demain, il y aura cette logique de crédit pour dire, attention, ça a été généré, la propriété intellectuelle ou l'origine vient d'eux. J'ai pas la réponse, ça c'est du droit en pays. Sinon, pour moi, pas du tout. Je pense que la question de l'implication de l'intelligence artificielle n'a pas du tout à impacter le consommateur en soi. C'est un outil comme un autre. Enfin, tu vois, c'est comme dire fait en France, mais à nouveau avec le back-office américain. Claire. Est-ce que les prochains big influenceurs mode seront des IA ? Donc ça va pas du tout. Pas du tout. Pourrais-tu, toi, passer une semaine sans IA dans ta vie pro ? Alors, si on exclut ton logiciel, est-ce que toi, tu utilises beaucoup l'IA et tu pourrais... Sans problème. Même une année, si tu veux. Magnifique. Alors, on y a répondu un petit peu, mais on va voir. Si je parle de marché tech, tu préfères la Chine ou la France ? Ah, je suis très heureux d'être en France. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, je prends 15 secondes, je te prie de m'excuser parce que je m'écarte un peu, mais c'est important ce point-là. Je t'ai dit tout à l'heure, Pack Office, Made in France, etc. Nous, on met en avant et on est très fiers d'être une boîte française, d'avoir 100% de notre staff en France. On a 14 nationalités. Tout est fait en interne. On n'a rien qui est... Et Eurytech est également une boîte française. Et donc, nous, on se veut d'être un champion de l'IA, Made in France et étant une boîte française. Mais c'est pas pour ça que je veux qu'on réussisse. Je veux qu'on soit les meilleurs mondiaux dans notre métier et qu'en plus, on soit fiers d'être français. Super. Ça, c'est important. Parce qu'on va quand même être en concurrence avec les autres. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'on est français qu'on doit être mieux. Oui, étant français, c'est mieux parce qu'on est à la proximité, on joue le jeu et on joue tous les jeux de la meilleure manière du monde. Donc, pour en revenir sur la question que tu posais et la manière dont on va interagir, rappelle-moi ta question d'ailleurs, parce que je voulais dire ça. Mais... Si on parle du marché tech, est-ce que tu préfères le marché en France ou... Tech voilà. France, Tech Chine. Ouais. Pour moi, je suis très heureux d'avoir une boîte tech en France. Je pense que c'est un des meilleurs pays au monde pour développer une boîte tech. Je le pense très sincèrement. Il y a un soutien à l'innovation qui est extrêmement fort en France. On a des talents sans pareil.
À tout égard. D'ailleurs, les meilleurs vont aux États-Unis et tous les systèmes d'IA ont des Français à différents niveaux. Alors qu'on est un pays parmi d'autres, hein, on a 68 millions de personnes sur 8 milliards. Le pourcentage de Français à très haut niveau dans la Silicon Valley dépasse très largement le simple pourcentage de Français dans la population mondiale. Donc notre éducation aide à avoir cette créativité-là. Et je suis très heureux d'être français. Après, d'être français et d'avoir des techs françaises. Après, la tech chinoise a d'autres forces et d'autres avantages, et il ne faut pas non plus la balayer du revers de la main. Il faut regarder ce qu'ils font et ce qu'ils font mieux, et peut-être même créer des ponts, ce que nous faisons, nous. Hein. On va se brancher sur des datasets chinois parce que ils sont meilleurs pour comprendre la Chine. Point. Pourquoi moi, je vais créer une tech qui va me prendre 150 ans pour comprendre la donnée des consommateurs chinois? Ça n'a aucun sens. Par contre, je vais collecter certaines données avec eux, et je vais également leur permettre de mieux comprendre la France. Je pense que c'est ça aussi la tech. Il faut arrêter, à mon sens, hein, d'avoir une vision trop dans des box. Et en fait, la réalité du futur, c'est plus une question d'écosystème, je pense. Même question, mais sur le marché du luxe, du coup. Bah, tu sais, le marché du luxe, en fait, le marché du luxe français, il veut rien dire. Parce que la France, en tant que marché dans le luxe mondial, c'est très faible. Hein, c'est quelques pourcents. Et ces quelques pourcents là, la plupart, c'est des touristes. C'est-à-dire que, grosso modo, les marques françaises sont les leaders incontestés du luxe mondial. Les marques et les groupes français représentent 25 à 30% du luxe mondial. C'est phénoménal. Mais c'est le marché du luxe défini par le fait que ce sont des groupes ou des marques françaises. Ouais. Un groupe français peut avoir des marques italiennes. C'est le cas d'LVMH, qui a Bulgari, ou américaine, qui a Tiffany, ou Kering, qui a Gucci. Donc en fait, on dit que ce sont des marques françaises, enfin des groupes français, c'est vrai, d'un point de vue de la cotation, des impôts, etc. Mais si on parle maintenant de marché, en fait, c'est très bien que ces groupes soient des groupes français, et j'en suis absolument heureux et je le soutiens, mais en même temps, on est bien content qu'il y ait des clients chinois. Parce que les clients chinois, avant le Covid, c'est quand même 30-33% du marché mondial. Aujourd'hui, c'est catastrophique, mais ça reste quand même encore un bon 20-22%. C'est pas si mal. Et ça va sûrement se améliorer. Donc, je pense que j'aurais du mal à dire marché du luxe français, marché du luxe chinois, tu vois. Est-ce qu'on veut dire le marché local avec les ventes locales, auquel cas le marché du luxe français est inexistant? C'est, tu sais, des marques leaders dans le luxe. Tu sais ce qu'elles exportent en dehors de France? Un pourcentage? Nous, on estime qu'une boîte qui est forte en export, elle fait plus que 50-60. Déjà, c'est pas mal. Hein, tu vois. Les grandes marques, des grandes maisons de luxe, elles exportent combien d'après toi? Ah bah pour moi, elles exportent tout, 80% de leur... Entre 96 et 99. Oh là. Donc tu vois, quand tu fais 99% d'export, et je te parle de maisons chez LVMH, donc c'est vérifiable en 15 secondes, en réalité, ça veut dire quoi le marché français? Tu vois? C'est bien, t'es ici, il faut vendre, il y a des touristes, etc. Mais bon, donc je pense qu'il faut voir la manière dont on pose la question. Moi, je trouve qu'on est très content que tous existent et qu'on arrive à trouver des synergies et que chacun trouve la place dans cette équation économique. Et dernière question, un petit peu question à la con, mais tu peux répondre sérieusement. Ouais. Est-ce qu'un jour tu penses t'associer à une IA pour monter une entreprise? Pas du tout. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou simplement voilà, dire où on peut te retrouver sur les réseaux, LinkedIn, ce que tu veux, ta parole libre? Non, écoute, moi je pense que c'est très bien que tu fasses ce podcast et je t'en remercie. Je pense qu'effectivement c'est important d'essayer de démystifier et démythifier un peu tous ces éléments-là parce qu'on a l'impression que luxe et la mode, voilà, c'est des fashion shows fermés. Et il y a un monde un peu en dehors de ça. Et puis après, on a plein d'ordinateurs qui font plein de trucs. Et la réalité, c'est que ces deux mondes essaient quand même de travailler de plus en plus ensemble et travaillent de plus en plus ensemble. Donc je trouve que c'est très bien de prendre ce temps-là. Et nous, on le prendra de plus en plus. Et je pense par ailleurs que même si, tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, l'année du luxe qui vient de s'écouler n'était pas une année extraordinaire. Bon, c'était pas une année catastrophique non plus, mais c'était pas une année extraordinaire. Quand on voit ce qui a été fait dans les 30 dernières années, c'est juste phénoménal. Et la seule manière de continuer cette croissance, qui à nouveau est phénoménale, hein, on parle de marques qui ont multiplié leur chiffre d'affaires par 1000. Par 1000. Pas par 10 ou 20 ou 30, par 1000. Donc quand on est dans ce type de proportion-là, il va falloir continuer à se dire comment des sociétés françaises peuvent être leaders mondiaux demain en utilisant les règles du jeu mondial aujourd'hui, également aujourd'hui, mais qui sont les règles du jeu mondial de demain. Et c'est là où, à mon avis, il y a encore quelque chose d'extraordinaire à faire, mais que les groupes de luxe français font franchement divinement bien depuis des décennies, ce qui explique leur position leader aujourd'hui. On te retrouve, je crois, tu seras sur Lux Intelligence IA de Stéphane Galliani. Exactement, j'y serai, et je suis également sur cette plateforme américaine qui s'appelle LinkedIn. Ouais,
On la connaît, on la connaît. Donc j'y serai aussi si vous voulez venir. J'ai une table à 17h et quelques. C'est le 11 février, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est ce que m'a dit Stéphane, mais Ouais. je t'avoue que je suis pas un grand expert en la matière, mais ça doit être ça. Voilà, donc le podcast sortira juste avant. Donc voilà, si vous voyez, vous pouvez venir nous voir, on sera sur place. Canon. Merci beaucoup Merci à toi. pour ton temps. Je t'en prie. On a appris beaucoup de choses. C'était très complet. J'ai un peu trop parlé, mais je te prie de m'excuser. Non, mais alors je t'invite pour parler, donc c'est mieux Ouais, si tu c'est parles. comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir parlé et donné tout ça. Ok, super. Merci À à toi. bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.